Bienvenue à nouveau sur l'axe de la vérité. Il y a un cessez-le-feu, en quelque sorte. Et oui, le travail n'est clairement pas terminé au Liban ni en Iran. Cette semaine, je veux prendre du recul en attendant la prochaine décision du président Trump et exposer les méthodes horribles et continues de violence sexuelle que les gardiens de la révolution et les groupes relais du régime islamique utilisent pour terroriser les populations de toute la région, de Gaza à Téhéran. Mais d'abord, parlons du test moral de l'Iran, que la gauche mondiale est en train d'échouer en temps réel. Depuis des décennies, la gauche s'est érigée en autorité morale sur les droits de l'homme. Le camp qui prétend se soucier davantage, mieux comprendre et se battre plus fort pour les personnes vulnérables. Le parti des femmes, des homosexuels, des immigrés, des droits civiques, opposé à la brutalité policière et à la peine de mort. Je ne veux plus jamais entendre aucune de ces choses, parce que le test que pose l'Iran montre que ce n'est pas un système de valeurs universel, c'est un système sélectif. Regardez comment la gauche parle de l'immigration ou de la brutalité policière aux États-Unis. Ils passeront des années à défendre ceux qui enfreignent la loi en présentant cela comme une question morale et humaine. Ils vont s'organiser, manifester et crier sur tous les toits contre la brutalité policière et l'ICE. Mais si des enfants iraniens sont abattus dans les rues par des snipers du CGRI parce qu'ils protestent, soudainement ce n'est plus notre problème. Ce n'est pas notre guerre. Au moins 1639 exécutions en 2025, le nombre le plus élevé depuis 1989. Plus de 90% d'entre elles n'ont même pas été annoncées par le régime. Des centaines d'autres exécutions déjà en 2026, des dizaines de milliers de personnes tuées lors de manifestations au fil des années. Plus de 50 000 personnes sont actuellement détenues, dont beaucoup risquent l'exécution pour avoir manifesté. D'après le cadre de la gauche, ce devrait être la plus grande affaire de droits humains, mais ce n'est pas le cas. Regardons les droits des femmes. La gauche nous dit sans cesse de croire les femmes, et nous devrions le faire. Pendant ce temps, en Iran, les femmes vivent sous un système d'apartheid de genre. Elles sont battues, détenues ou tuées pour avoir refusé de s'y conformer. Et quand elles protestent, elles ne publient pas de hashtag. Elles risquent la torture, la violence sexuelle dont nous allons parler et l'exécution. Et pourtant, lorsque la violence sexuelle est utilisée par le régime et ses supplétifs comme outil de contrôle et de guerre, ces femmes disparaissent de l'agenda de la gauche à cause de Trump ou Bibi ou n'importe quelle excuse qu'ils trouvent aujourd'hui. Et regardez les droits LGBTQ. La gauche affirme que c'est non négociable, mais en Iran, être homosexuel est passible de la peine de mort. Des hommes sont pendus à des grues. Pendant ce temps, à gauche, vous avez des hommes gays comme Glenn Greenwald qui répètent la propagande du régime depuis des années et dans ceux qui voudraient l'exécuter dans la guerre de l'information. Donc non, je ne veux plus entendre de leçons d'humanité de la part de personnes qui choisissent quels humains comptent. Malheureusement, c'est devenu une politique de la gauche, pas seulement de la rhétorique. Jimmy Carter, par exemple, a aidé à abandonner le Shah et ouvrir la voie à Khomeini en 1979. Barack Obama a présenté l'accord nucléaire comme un moyen de modérer le régime, débloquant des dizaines de milliards de dollars. La promesse était que l'allègement de la pression économique modifierait le comportement, mais cela n'a pas eu lieu. Cela a financé l'expansion. Sous Biden, les sanctions sont restées sur le papier, mais ont été assouplies en pratique. Le régime a généré bien plus de 100 milliards de dollars, rien qu'en revenus pétroliers entre 2021 et 2024, ce qui a littéralement redonné vie financièrement au régime. Et qu'a produit cette renaissance? Davantage de répression et d'exécution dans le pays, davantage de coups de filet et davantage de violence à l'étranger via le Hezbollah, le Hamas, les Houthis et tous les groupes terroristes supplétifs de la région. Et maintenant, en plus des politiques ridicules des administrations démocrates, il y a aussi quelque chose d'encore pire qui vient de la gauche aujourd'hui. Vous avez des personnes comme les sénateurs Chris Murphy et Bernie Sanders ou des commentateurs comme Cenk Uygur et Mehdi Hassan. Non seulement ils ignorent ces crimes, mais ils répètent activement les arguments du régime responsable de ces actes. Ils disent que les États-Unis perdent, qu'Israël a poussé l'Amérique dans cette guerre, déchargeant ainsi le régime de responsabilité et privant les Iraniens de toute sympathie. Ce n'est pas de l'analyse, c'est de la propagande. Et à ce stade, le schéma est très clair, tout comme pour la cause palestinienne. Il ne s'agit pas de droits humains, il ne s'agit pas de valeurs progressistes, ni même des personnes qu'ils prétendent défendre, sinon les Iraniens seraient au cœur du débat, ce qui n'est pas le cas. Il s'agit surtout de s'opposer à l'Amérique et ses alliés, quel qu'en soit le prix. Même si ce prix, c'est d'ignorer les exécutions et la violence sexuelle, d'ignorer les hommes gays pendus à des grues, d'ignorer les enfants abattus dans la rue, je n'écouterai plus jamais de leçons sur l'humanité venant de ces gens-là. L'Iran est l'épreuve morale d'aujourd'hui, et la gauche n'a pas seulement échoué, elle s'est dévoilée.
Et maintenant, passons au désastre que nous avons évité, Kamala Harris. Depuis quelques semaines, un récit est avancé avec le plus grand sérieux, alors qu'il aurait dû être tourné en ridicule et écarté de toute discussion sérieuse. Et au lieu de cela, il est répété par des politiciens, des commentateurs et des personnes qui devraient pourtant le savoir. Selon cette affirmation, les États-Unis n'auraient pas pris de décision indépendante dans ce conflit, mais auraient été entraînés par Israël, y compris des personnes comme Kamala Harris. Mais cet argument ne tient que si vous niez simultanément toute capacité d'agir aussi bien aux États-Unis qu'à la République islamique, parce que cela vous oblige à croire que le président des États-Unis ne peut pas agir sans la permission d'Israël, tout en croyant également qu'un régime qui a passé des décennies à mettre sur pied, financer et diriger une guerre terroriste par procuration dans toute la région ne fait que réagir passivement aux événements. Regardez ceci. Il est entré dans une guerre, il y a été entraîné par Bibi Netanyahou. Soyons clairs là-dessus. Il est entré dans une guerre que le peuple américain ne veut pas. Il met en danger les membres des forces armées américaines. C'est encore douloureux d'écouter cette femme parler parce qu'elle est tellement incroyablement stupide. Mais vous savez, ce que nous venons d'entendre n'était pas vraiment une tentative sérieuse de comprendre la réalité du conflit. Pas qu'elle le comprendrait de toute façon, mais parce que le but même de ce genre de déclaration est de déplacer le centre de gravité loin de la République islamique et de le placer plutôt sur Israël. Ainsi, le régime qui provoque l'instabilité, la République islamique, passe à l'arrière-plan. Et Israël devient le principal acteur de cette histoire. Et une fois que vous comprenez ce déplacement, tout le reste s'enchaîne beaucoup plus rapidement. C'est pourquoi vous entendez ensuite la deuxième affirmation que l'on entend de beaucoup de gens maintenant, à savoir que les États-Unis seraient en quelque sorte entraînés dans la guerre, comme si la politique américaine n'était pas guidée par les intérêts américains, mais par des pressions extérieures. Et nous avons entendu cela de la part de personnes comme Kamala Harris, mais aussi de politologues comme John Mearsheimer, qui a une obsession étrange pour Israël depuis de nombreuses années, et même de membres du Congrès comme Ilhan Omar, qui attise ouvertement l'hostilité envers le président américain afin de salir Israël. Regardez ce que Mearsheimer avait à dire. Cet article du New York Times l'autre jour va forcément faire comprendre à un grand nombre d'Américains que les Israéliens nous ont menés par le bout du nez dans cette guerre. Et il y avait toutes sortes de personnes dans l'appareil de sécurité nationale qui faisaient clignoter des feux oranges, voire même un feu rouge. Pourquoi y sommes-nous allés? Les Israéliens ont convaincu le président Trump que c'était une bonne idée, qu'ils avaient une stratégie viable. La bonne nouvelle, c'est que Mearsheimer a eu tort sur presque toutes ses prédictions. Donc, le fait qu'il dise cela comme si c'était une mauvaise chose est en réalité un excellent indicateur que c'est en fait la bonne politique et la bonne chose à faire. Mais nous avons aussi entendu cette stupidité de la part de personnes comme John Kerry, qui a été très rapide à blâmer Netanyahou, alors qu'en réalité, Netanyahou n'était même pas le premier ministre d'Israël à l'époque où Bush était président. Mais regardez ce qu'il a dit cette semaine. Oui, il voulait que nous frappions. Il est venu voir le président Obama. Il a fait une présentation pour demander qu'on frappe. Le président Obama a refusé. Le président Biden a refusé. Le président Bush a refusé. Le seul président qui a accepté cela, évidemment, c'est le président Trump. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a une longue histoire de mensonges éhontés, donc ce n'est pas vraiment surprenant. Je veux dire, qui se soucie des faits, n'est-ce pas, John Kerry? Mais on va juste oublier le fait que c'est exactement le même argument que les responsables du régime islamique. Ceux qui restent avancent eux-mêmes, n'est-ce pas? Je veux dire, nous avons Galibaf ici. Regardez. Ils défendent aussi leur régime ainsi. Cette discussion sur le hashtag dont je parlais, maintenant ce gouvernement prétend que l'Amérique passe en premier, mais en réalité, c'est Israël qui passe en premier parce qu'ils prennent des décisions sur la base de ces fausses informations et de son plan. Dans les deux cas, l'histoire est qu'Israël agit et que l'Amérique, pour une raison ou une autre, suit. Et puis l'Iran ne fait que réagir à la situation, ce qui bien sûr n'est pas une description de la réalité, mais un cadre délibéré qui correspond parfaitement à la façon dont la République islamique elle-même décrit ce conflit depuis des années. Les dirigeants iraniens ont souvent déclaré que les États-Unis agissent pour sauver Israël et servent les intérêts israéliens plutôt que d'agir en puissance souveraine. Et c'est vraiment tout le récit autour de « ce n'est pas la guerre des États-Unis », c'est de ça qu'il s'agit. Et ils ne cachent même pas ce message, je veux dire, ils l'exportent. Le fait que vous entendiez maintenant différentes versions de ce même argument, à la fois de la gauche et de la droite en Amérique,
Le fait que ce soit un discours édulcoré et aseptisé pour un public occidental devrait immédiatement susciter des soupçons sur l'origine réelle de ce cadre qui est répété à travers ces arguments. Mais surtout parce que tout cet argument s'effondre dès qu'on regarde les faits, puisque la position de Donald Trump sur l'Iran n'est pas apparue la semaine dernière. Elle n'est pas apparue pendant cette guerre et elle n'est pas apparue à cause d'Israël. C'est un fil conducteur qui remonte à des décennies et qui est documenté par ses propres paroles et actions. Regardez ce qu'il a dit en 1980. Quand vous obtenez le respect des autres pays, alors les autres pays ont tendance à faire un peu comme vous et vous pouvez susciter les bonnes dispositions. La situation iranienne en est un exemple parfait. Qu'ils détiennent nos otages est tout simplement absolument et totalement ridicule. Que ce pays reste les bras croisés et permette à un pays comme l'Iran de détenir nos otages, à mon avis, c'est une horreur. Et je ne pense pas qu'il ferait ça avec d'autres pays. Honnêtement, je doute qu'il fasse ça avec d'autres pays. Vous dites qu'on aurait dû y aller avec des troupes, etc., et ramener les nôtres? Je le pense absolument, oui. Je n'ai aucun doute là-dessus. À mon avis, nous serions actuellement une nation riche en pétrole, et cela aurait dû être fait. Et je suis très déçu que nous ne l'ayons pas fait. Et je ne pense pas que quelqu'un nous aurait retenus. Je ne pense pas que quelqu'un aurait été en colère contre nous. Et nous avions parfaitement le droit de le faire à l'époque. Je pense que nous avons perdu l'occasion. Donc, en 1980, pendant la crise des otages, voilà comment cela s'est passé. Le président Trump a qualifié la situation avec le régime de ridicule, affirmant que les États-Unis auraient dû agir avec fermeté et présentant le régime comme un défi direct à la puissance américaine. Ce n'est pas une nouvelle position pour le président Trump et ce n'est certainement pas quelque chose qu'on peut attribuer aux événements actuels ou à l'influence israélienne, mais il y a en réalité bien plus que cela. Avançons rapidement jusqu'en 1987 lors d'une autre interview avec Trump. Je suis ici parce que, personnellement, je suis fatigué de voir notre grand pays se faire arnaquer. Mais en ce qui concerne Trump, nos alliés ne sont qu'une partie du problème. Le véritable coupable, c'est l'Iran. Pourquoi ne pas intervenir et contrôler une partie de leur pétrole situé près de la mer? Comment feriez-vous? Enverriez-vous les Marines? Risqueriez-vous une guerre? Laissez-leur l'Iran. Vous prenez leur pétrole. Comment? Je veux dire, est-ce qu'on veut une guerre? Qu'est-ce qu'on veut dire? Tu y vas. Comment on y va? Tu finiras par te retrouver en guerre à force d'être faible. D'accord, comment on y va? Qu'est-ce qu'on fait? Excusez-moi, tu vas avoir une guerre et elle va commencer au Moyen-Orient. Et si l'Union soviétique disait « Si vous attaquez l'Iran, nous interviendrons » Je ne crois pas qu'ils le fassent. La prochaine fois que l'Iran attaque ce pays, allez-y et prenez une de leurs grandes installations pétrolières. Et je veux dire, prenez-la, gardez-la et récupérez vos pertes, parce que ce pays a beaucoup perdu à cause de l'Iran. Eh bien, voilà. Et à la fin des années 80, Trump a de nouveau réitéré son appel à frapper l'île de Kharg et a continué d'adopter une approche de tolérance zéro face à l'agression anti-américaine du régime. Et cela s'est poursuivi au fil des années à travers ses critiques de l'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA, sous Obama. Regardez. C'était juste avant la signature de l'accord avec l'Iran, qui a rendu à l'Iran 150 milliards de dollars et ne nous a absolument rien donné, rien du tout. Cela restera dans l'histoire comme l'un des pires accords jamais négociés. L'accord avec l'Iran était l'une des pires transactions et l'une des plus déséquilibrées dans lesquelles les États-Unis se soient jamais engagés. Franchement, cet accord est une honte pour les États-Unis et je ne pense pas que vous en ayez entendu parler pour la dernière fois, croyez-moi. Donc, dès 2015, il qualifiait déjà cet accord nucléaire de pire accord jamais négocié, comme vous l'avez entendu. Pas parce que quelqu'un lui avait dit de dire ça, mais parce que cela correspondait à la position qu'il exprimait déjà depuis des décennies. Et puis, en 2018, il a finalement mis cette position en pratique en se retirant de l'accord. En 2020, il a autorisé la frappe contre Qassem Soleimani, chef des gardiens de la Révolution, ce qui a constitué l'une des actions directes les plus marquantes contre la République islamique depuis des décennies. C'était clairement une décision prise par les États-Unis sur la base de leurs propres calculs stratégiques. Il a un parcours de 40 ans avec des positions constantes, ce qui signifie que prétendre qu'il a soudainement été poussé à cela par Israël n'est pas seulement faux, mais nécessite d'ignorer tout le parcours public du président Trump.
Et cela vous oblige également à ignorer les actions du régime islamique, car dans ce cadre, le régime ne fait que réagir et n'est jamais à l'origine des événements. C'est absurde, car ce régime a dépensé des milliards pour renforcer le Hezbollah, financer le Hamas, armer des milices en Irak, soutenir les Houthis et investir depuis des décennies dans la guerre par procuration. Comme une doctrine stratégique centrale conçue pour projeter la puissance sans assumer la responsabilité d'une confrontation directe. Ce n'est pas de la réaction, c'est de l'initiative. C'est expansionniste. Et cela inclut des attaques directes contre des Américains, y compris l'attentat à la bombe de 1983 contre la caserne des Marines américains à Beyrouth. Le Hezbollah, groupe terroriste soutenu par le régime islamique, a tué 241 membres des forces américaines dans l'une des attaques les plus meurtrières de leur histoire. Il existe une longue histoire bien documentée des forces du régime iranien tuant des Américains, ce qui rend l'affirmation selon laquelle les États-Unis n'ont aucun intérêt indépendant à affronter ce régime non seulement faible, mais totalement déconnecté de la réalité. En fait, si Israël contrôlait réellement la politique américaine, nous ne verrions pas de désaccord entre Washington et Jérusalem. Et nous ne verrions pas les États-Unis essayer parfois de limiter les opérations israéliennes, comme nous venons de le voir avec les commentaires du président Trump sur le Liban, avec les frictions qui se produisent régulièrement entre les deux gouvernements. Donc, vous avancez maintenant une affirmation qui ne peut tout simplement pas être vraie selon toutes les preuves disponibles, à savoir qu'Israël contrôle les États-Unis, ou que les décisions de Trump concernant ce qui est le mieux pour Israël sont basées sur ce qui est le mieux pour Israël, et non sur ce qui est le mieux pour l'Amérique. Et c'est un récit qui vous oblige à ignorer 40 ans du parcours de Trump. Ce n'est pas une mauvaise interprétation ou une mauvaise lecture des événements, mais une grille de lecture qui reprend la propagande du régime lui-même, qui, soyons honnêtes, a toujours cherché à se présenter comme une partie réactive dans ce conflit et à présenter les États-Unis comme manipulés, vous savez, et à présenter Israël comme le principal moteur du conflit, bien que cela soit clairement faux, comme le montre la situation actuelle au Moyen-Orient. En réalité, lorsque tu répètes ce cadre, tu n'analyses pas la guerre. Tu renforces exactement le récit, Kamala, que le régime lui-même essaie d'exporter. Et tu l'insinues. Ce bilan de 40 ans du président Trump n'a en réalité aucun lien avec Benjamin Netanyahou, une personnalité que Trump ne connaissait même pas à l'époque. Ça ne tient pas debout. Eh bien, ensuite, nous avons deux histoires qui ont fait la une cette semaine. Elles ont vraiment émergé du brouhaha ambiant et vous obligent à regarder directement comment ce régime et ses relais opèrent réellement. Pas seulement en théorie, bien sûr, ou dans des éléments de langage, mais d'une manière brutale et très, très personnelle. Le premier cas est celui de Salehi Akbari, une infirmière de 38 ans technicienne de bloc opératoire et alpiniste originaire d'Ardabil, qui, avec son mari Ahmed Khouraï, aidait les manifestants lors du récent soulèvement. C'est ainsi qu'ils sont devenus la cible lors de la perquisition de leur domicile par les forces de sécurité. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas simplement un meurtre, c'était un acte de terreur délibéré, conçu pour les briser et envoyer un message bien au-delà de leur famille. Parce que lorsqu'elle a essayé de protéger son mari pendant la perquisition des gardiens de la Révolution, elle a en fait été abattue et tuée. Et cela aurait dû être la fin, une fin tragique, mais ça ne l'a pas été. Selon les informations largement diffusées, notamment par Iran International, les forces de sécurité ne se sont pas limitées à la tuer. Ils ont filmé ce qu'ils ont fait ensuite à la morgue et ont envoyé la vidéo directement à son mari, une vidéo montrant les forces des gardiens de la Révolution en train d'abuser sexuellement de son corps. Regardez ce qu'Ahmed avait à dire. J'ai honte d'envoyer leur message. Il a envoyé un message à... Ils étaient là pour déverrouiller son téléphone. Il s'ouvrait avec n'importe quel doigt. Run à la chambre froide. Là-bas, ils mettent son doigt sur le téléphone pour le déverrouiller. Tu sais quel message il m'a envoyé? Il disait « Flanza, ta femme est entre mes mains. » Pat, aç mi vreste baraman? Avec cette honte, comment puis-je revenir? Regardez, je deviens maintenant l'un de ces humiliés que je suis devenu en prison. Ma dent est cassée, ma mâchoire est blessée. Par Dieu, je ne mens pas, je le jure.
Quand vous l'écoutez parler de cela, vous entendez un homme décrire comment les personnes qui ont tué sa femme ont fait en sorte que sa mort ne soit pas la fin de sa souffrance, mais le début. En transformant son corps en une arme contre lui et en le forçant à regarder, ils ont fait en sorte que ce qu'ils lui ont fait reste à jamais gravé dans son esprit. Et c'est ce qui s'est passé parce que, après avoir été soumis à un tel niveau de torture psychologique délibérée, après avoir été forcé de regarder ces images, et après avoir été laissé sans justice, sans que personne n'ait à rendre de compte et sans aucun moyen de s'échapper. Ce qui avait été fait à sa femme, Ahmed Kodai, il ne pouvait pas le supporter et s'est suicidé hier. Maintenant, l'histoire complète n'est pas seulement que les forces du régime islamique l'ont tué, mais qu'elles l'ont aussi détruit au passage. La violence sexuelle est depuis longtemps une tactique connue du régime islamique. Elle est utilisée dans les centres de détention lors des interrogatoires et lors de la répression des manifestants comme moyen d'humilier, de contrôler et de dissuader toute autre personne de suivre le même chemin. Et dans ce cas, ils ne l'ont pas seulement utilisée contre la personne qu'ils ont tuée, ils l'ont étendue à la personne qu'elle aimait, transformant son corps en un outil de guerre psychologique. Maintenant, le pire dans tout cela, c'est que ce n'est pas un cas isolé. De nombreux organismes internationaux ont documenté que le régime islamique a systématiquement utilisé la violence sexuelle comme outil de répression. La mission d'enquête des Nations unies sur l'Iran a conclu que le viol et d'autres formes de violence sexuelle ont été utilisées lors des manifestations Femmes, Vie, Liberté dans le cadre d'une répression généralisée et systématique, y compris contre des femmes, des hommes et même des mineurs en détention. Amnesty International a également documenté des cas de viol collectif, de décharges électriques sur les organes génitaux et de torture sexuelle lors des interrogatoires, décrivant cela comme une stratégie délibérée pour punir, humilier et extorquer des aveux. Human Rights Watch ainsi que d'autres organisations de défense des droits humains ont signalé le même schéma où la violence sexuelle n'est pas accidentelle, mais institutionnalisée. Elle est utilisée par les forces de sécurité comme méthode de contrôle. Et lorsque vous mettez ce constat à côté de ce qui est arrivé à Salehi, à Kabari et Ahmed Kodan, autrement dit, vous n'avez pas affaire à quelque chose qui déroge au système. Vous voyez le système fonctionner exactement comme il a été conçu. Et le but n'est pas de faire taire l'individu, mais d'envoyer un message à tous les autres. Si vous aidez les manifestants, si vous résistez, si vous sortez du rang, voilà ce qui vous arrivera, à vous et à ceux que vous aimez. Et ce message ne s'arrête même pas à la mort. Il continue après, sous forme d'humiliation, de traumatisme et de peur. Et pendant que cela se passe à l'intérieur de l'Iran, nous avons aussi vu cette semaine une histoire parallèle émerger de Gaza qui montre exactement la même logique de pouvoir et la même exploitation de la vulnérabilité. Le Daily Mail a rapporté cette semaine que des femmes à Gaza, en particulier des veuves et des divorcées déplacées, privées de revenus stables et dépendantes des réseaux de distribution d'aide pour survivre, sont exploitées sexuellement par le Hamas ou par d'autres hommes opérant avec eux qui contrôlent l'accès aux colis alimentaires, à l'aide humanitaire, au paiement en espèces et même la possibilité de se déplacer ou de trouver un abri. Ils utilisent ce contrôle pour contraindre les femmes à des relations sexuelles dans des conditions où un refus peut signifier la faim, le sans-abrisme ou pire encore. Ce sont des témoignages détaillés, y compris celui d'un homme qui a raconté qu'une veuve avait été retrouvée dans une tente dans la zone de Garabli alors qu'elle était agressée par plusieurs membres des forces Qassam. Et un autre a déclaré que des femmes étaient forcées de se vendre pour de la nourriture ou de petites sommes d'argent, parfois aussi peu que 100 shekels, ce qui montre le niveau de désespoir et l'ampleur du déséquilibre de pouvoir. Le rapport explique que ces interactions commencent souvent via des organisations caritatives ou religieuses où les femmes cherchant de l'aide deviennent ensuite la cible d'hommes, qui accèdent à leurs données personnelles, dont leurs numéros, et s'en servent pour les harceler, les mettre sous pression puis les contraindre. Maintenant, une femme, identifiée comme Nour, une mère déplacée et divorcée de 4 enfants, a décrit comment un homme travaillant pour une association caritative islamique l'a contactée. Après qu'elle ait demandé de l'aide, il a continué à la harceler. Puis il lui a clairement fait comprendre qu'elle ne pouvait ni le dénoncer, ni lui résister, lui disant directement « Tu ne peux pas me dénoncer, je suis le gouvernement ici ». Ce type de déclaration révèle toute la structure des abus sous le Hamas et dans tous les groupes supplétifs du régime islamique iranien, parce que cela révèle un système dans lequel les mêmes personnes qui contrôlent les ressources, la sécurité et la vie quotidienne agissent également en toute impunité, et où les femmes qui ont déjà tout perdu n'ont d'autre choix réel que de composer avec cette dynamique de pouvoir pour survivre. Quand on regarde ces deux histoires ensemble, on voit un schéma qui n'est pas subtil, car en Iran, il y a un État qui utilise la violence sexuelle comme outil de répression, comme arme psychologique. À Gaza, un groupe terroriste supplétif agit de la même façon.
Il ne s'agit pas de cas isolés ou de quelques individus, mais de systèmes et d'une culture qui normalisent ce comportement. C'est pourquoi vouloir établir une équivalence morale entre Israël et ses acteurs est non seulement paresseux, mais aussi une insulte envers ceux vivant sous leur domination. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre une démocratie qui mène une guerre et des régimes ou organisations qui utilisent le viol, l'humiliation et la coercition comme outils de pouvoir. Si vous ne voyez pas cette différence, votre conception des droits humains est non seulement incohérente, mais aussi totalement déconnectée de la réalité. Et sur ce, passons aux bonnes, mauvaises et terribles histoires de cette semaine. La mauvaise nouvelle cette semaine, c'est quelque chose dont nous mettons en garde depuis des mois, et cela se produit en temps réel, l'escalade des attaques ciblées contre les institutions juives en dehors d'Israël. Ce n'est ni aléatoire ni isolé. Il y a maintenant un groupe qui a revendiqué la responsabilité de plusieurs attaques, et ce groupe s'appelle Harakat Ashab al-Yamin, al-Islamiyya, qui a émergé ces dernières semaines et qui fait maintenant l'objet d'une enquête, au moins par les autorités européennes, en tant que possible groupe terroriste proxy lié à l'Iran. Cette semaine, une tentative d'incendie criminel a visé la synagogue Kenton United dans le nord-ouest de Londres, où un accélérant a été jeté dans le bâtiment, causant des dégâts dus au feu et à la fumée. Ce n'était pas un cas isolé. Comme je l'ai mentionné, cela s'inscrit dans une série d'attaques désormais décrites comme une campagne continue de violence et d'intimidation contre la communauté juive. Ce groupe a aussi revendiqué d'autres attaques durant cette période, dont l'incendie d'une ambulance de la communauté juive. 2 d'entre elles ont eu lieu à Golders Green, où plusieurs véhicules de Hatzolah ont été incendiés devant une synagogue, en utilisant des accélérants, des tactiques similaires, provoquant des explosions et détruisant du matériel d'urgence essentiel. Ils ont également été liés à des tentatives d'incendie criminel et à des synagogues à Finchley et à Hendon, ainsi qu'à une attaque contre le média en langue persane, le média Iran International critique envers le régime iranien. Ce qui devrait vous indiquer que cela ne concerne pas seulement des cibles aléatoires, mais un réseau de cibles symboliques liées à la vie juive, à Israël et à l'opposition iranienne. Cela ne se limite pas à Londres. Le même groupe a revendiqué des attaques en Europe, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, visant des synagogues et des sites juifs. C'est pourquoi les autorités considèrent désormais cela comme un schéma transnational, plutôt qu'une série d'incidents localisés. Et c'est là que les gens continuent de sous-estimer ce qui se passe, parce qu'ils veulent présenter cela comme de la haine désorganisée ou une indignation spontanée. Quelques fauteurs de troubles, vraiment? En réalité, vous voyez un environnement propice à l'installation des réseaux, groupes proxy et opérations d'influence, où l'incitation a été normalisée pendant des années et où il suffit d'un petit nombre d'acteurs pour transformer cette incitation en violence réelle. Quand des synagogues sont attaquées au cocktail Molotov, des ambulances incendiées et des médias ciblés à quelques jours d'intervalle, ce n'est pas qu'un problème de sécurité. C'est le signe que ce qui couvait sous la surface depuis des années, à travers la propagande, l'incitation et des réseaux qui ont pu opérer sans grande surveillance, se matérialise maintenant en attaques directes contre les communautés juives. Et il n'y a aucun contexte qui justifie d'attaquer une synagogue au cocktail Molotov. Il n'y a aucun contexte qui justifie d'incendier des ambulances. Et il n'y a certainement aucun contexte qui justifie une campagne soutenue d'intimidation contre une communauté en raison de son identité. Et maintenant, l'histoire choquante de la semaine, c'est la rapidité avec laquelle une affirmation totalement non fondée, presque risible, est devenue un récit mondial. Cette affirmation selon laquelle les forces israéliennes auraient utilisé des chiens pour agresser sexuellement des Palestiniens me semble incroyable à formuler. Cette affirmation a commencé avec l'Observatoire Euromed des droits de l'homme, lié au Hamas, qui n'a évidemment apporté aucune preuve concrète pour l'une des accusations les plus extrêmes qu'on puisse formuler. Ensuite, le fan club du Hamas, Dropsite News, s'en est emparé comme un fait avéré et l'a relayé. Il sous-entendait qu'il s'agissait d'une source israélienne du renseignement, alors qu'elle n'était ni du renseignement, ni liée au gouvernement, ni liée à l'État israélien de quelque manière que ce soit. C'était un commentateur militant ouvertement anti-israélien qui ne faisait que répéter la même affirmation et la présentait comme une sorte de confirmation. Ce n'était pas une erreur de sa part. C'est une tentative délibérée d'induire en erreur et de donner à une histoire sans fondement une fausse impression de crédibilité. Et quand on regarde réellement l'affirmation elle-même, elle s'effondre évidemment, parce qu'elle n'est pas seulement non prouvée, elle est en fait impossible. Parce qu'elle repose tout d'abord sur des témoignages qui sont complètement non vérifiés et ils ne s'appuient sur aucune preuve. Je veux dire, les prisonniers qui affirment qu'à la prison de Taïman, ils ont été violés par les chiens de Tsahal parce qu'ils auraient été instruits et dressés par Tsahal pour faire cela. Et ça n'a même pas de sens dans les récits.
Et ça n'a d'autant moins de sens parce qu'il s'agit de l'armée. Les chiens sont dressés par le conditionnement, la répétition et des systèmes de récompense pour accomplir des tâches très spécifiques comme la détection, le pistage ou l'interpellation contrôlée, qui exigent précision et fiabilité, mais pas pour des comportements aléatoires ou imprévisibles. Il n'existe nulle part dans le monde de cadre de formation pour les chiens qui conditionnent un animal à une action sexuelle sur commande, car ce n'est pas un comportement que l'on peut standardiser, contrôler ou utiliser dans un contexte opérationnel. Toute personne ayant des connaissances de base sur les programmes canins le sait immédiatement. Donc, il ne reste que cette affirmation ridicule qui n'est étayée par aucune preuve et ne résiste même pas à un examen élémentaire des faits. Mais en fait, je suis allée encore plus loin parce que j'ai parlé à un soldat qui a servi à Sde-Teiman ces derniers mois, ces dernières années, et je lui ai posé exactement cette question. Et sa réponse a été très simple. Et je cite, « C'est débile. Comment peut-on utiliser un animal pour violer une personne? Ce n'est pas vrai. » Voilà, vous avez la réponse. C'est le niveau de sérieux que cela mérite, parce que ce n'est pas du journalisme d'investigation. C'est un pipeline de propagande où une affirmation non crédible, presque risible, est publiée, reprise, amplifiée, puis habillée d'une fausse autorité jusqu'à ce qu'elle paraisse assez réelle pour que les gens y croient. Et au moment où quelqu'un demande des preuves, c'est déjà répandu partout. Le problème n'est pas seulement que les gens sont trompés, c'est que vous prenez l'un des crimes les plus graves qui existent et que vous en faites une arme politique, ce qui, bien sûr, porte préjudice aux vraies victimes et aux vrais cas en inondant l'espace de déclarations qui ne pourront jamais être prouvées et qui ne l'ont jamais été dès le départ. Donc, la véritable histoire n'est pas ce qu'ils prétendent s'être passé. L'histoire réelle, c'est la facilité avec laquelle on peut créer une fausse histoire, l'intégrer au système et la faire passer pour un fait sans satisfaire aux critères élémentaires de preuve. Enfin, le point positif cette semaine, ce n'est pas que quoi que ce soit ait été réglé, mais que l'hypocrisie est si flagrante qu'il n'est même plus nécessaire de la signaler. Parce que cette semaine, Candace Owens, qui a passé des mois à amplifier certains des discours les plus toxiques antisémites et anti-israéliens en ligne, est maintenant poursuivie pour diffamation à cause de fausses allégations concernant Rajit Makron. Tout devient concret car il ne s'agit pas seulement de sa poursuite, mais aussi de la personne vers qui elle s'est tournée face aux conséquences. Cette semaine, Laura Loomer a révélé que la défense juridique de Candace est en fait assurée par Kazovitz. Benson Torres, un grand cabinet d'avocats new-yorkais, profondément ancré dans l'establishment juridique et politique, même contre lequel elle prétend s'opposer. Un cabinet où David Friedman était associé avant de devenir ambassadeur des États-Unis en Israël. Oui, Candace a engagé une avocate juive sioniste pour la représenter. Et soyons clairs sur ce à quoi cela ressemble. Candace, tu passes des mois à diffuser une rhétorique qui vise les communautés juives, à remettre en question les loyautés, à amplifier des récits qui alimentent directement la propagande hostile à l'Amérique, d'ailleurs, en traitant les Juifs de synagogue de Satan. Pourtant, dès que tu es poursuivi pour diffamation, dès qu'il y a de véritables comptes à rendre pour ce que tu dis, tu cours directement vers l'un des cabinets les plus établis du pays, un cabinet construit au sein même du monde sioniste que tu prétends dénoncer. Vraiment? Et n'oublions pas que ce même cabinet est aussi étroitement lié à la défense d'Israël et des intérêts juifs dans des sphères juridiques et politiques de haut niveau. Ce n'est pas de l'ironie, c'est un effondrement total. Parce que si tu croyais vraiment à ce que tu dis, Candace, tu ne t'appuierais pas sur les mêmes structures que tu passes ton temps à attaquer. Et tu ne t'appuierais certainement pas sur un écosystème juridique construit par le même monde que tu prétends combattre. Mais dès que ta réputation, ta responsabilité, ton avenir sont en jeu, tout ça disparaît et tu fais exactement comme tout le monde. Tu vas chercher les meilleurs avocats que tu peux trouver. Et c'est la bonne nouvelle cette semaine, non pas parce que quoi que ce soit a changé avec cette femme odieuse, mais parce que le masque est complètement tombé et qu'il n'y a plus moyen de faire semblant. Nous concluons pour cette semaine, mais reviendrons la semaine prochaine avec d'autres histoires sur la situation dans cette région et l'évolution de la guerre contre la République islamique si le cessez-le-feu tient. Si vous avez une histoire à proposer, contactez-moi sur les réseaux sociaux sous le nom d'Emily K. Schrader ou sur Instagram sous le nom d'Emily Intel Aviv. Rendez-vous la semaine prochaine sur JNS avec Access of Truth.